Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast, le Distillcast qui fait son retour après une absence remarquée ou non. Voilà, mais vous voyez, c'est la bonne humeur. Ça commence bien. Exactement. Donc, pour ce retour, pour ceux qui sont un peu habitués au format, il y a un changement de taille puisque déjà, on est en présentiel. Je suis accompagné donc de Chris Jumentier, Salut tout le qui est assis littéralement à côté de moi, même si, voilà. monde. Par là. Voilà, donc qui est assis juste à côté de moi. Donc j'espère que ça va être beaucoup plus sympa. On va parler de bar, de bar et de spiritueux de manière sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Voilà. Ah ça, je sais faire ça. C'est bien. Et voilà, donc je suis accompagné de Chris Jumentier. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Chris Jumentier, c'est un mec qui est dans le bar avant que ce soit cool, le bar. Et on peut dire, c'est toi qui as appris à Dale de Groff qu'il fallait utiliser des jus de fruits frais dans les cocktails. Totalement. Je te laisse te présenter mieux que ça. Merci beaucoup, Fred. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement mon âge canonique. Non, j'ai commencé le bar il y a ça va faire 25 ans maintenant. Wow. 25 ans. Alors, je suis un barman retraité, ancien ambassadeur, ancien responsable de cellule advocacy, ancien plein de trucs. J'ai navigué sur pas mal de projets entrepreneuriales ou autres, mais voilà, passionné de bar et de spiritueux. Donc, je suis ravi d'être avec toi et puis on va pouvoir changer sur plein de sujets. Exactement. Donc, on aura un avis beaucoup plus pointu que moi sur la partie bar notamment. On peut dire que tu as fait le forum. J'ai travaillé dans plein de bars, enfin, bar de luxe et bar, classique bar que des hôtels aussi et clubs, parce que j'ai travaillé autant à l'Étoile aussi pour Tony Gomez et Gérard Louvain à une époque, bar Le Forum, j'ai travaillé à l'hôtel Warwick, j'ai travaillé dans des pubs, j'ai travaillé pour le groupe Hard Rock Café, voilà, j'ai fait plein de bars très différents dans le Moi-même, j'apprends des choses. Beaucoup de bars différents. Ok, et maintenant, tu fais du consulting essentiellement. Et maintenant, t'accompagnes les marques, t'accompagnes sur l'événementiel, sur du brand ambassadeur, sur principalement du développement de programmes, plus pour les marques, et aussi pas mal pour des distributeurs aussi. Certains distributeurs, en fait, à travers la France, sur pas mal de projets de prescription dans leur portefeuille de marque, mais aussi auprès du CHR directement, des cafés, hôtels et restaurants, pour les aider et les accompagner, en fait, dans le développement de leurs établissements ou leurs problématiques. D'accord, ok. Parfait. Eh ben, écoute, on va tout de suite je dirais, utiliser ton expertise en cocktail pour notre premier sujet de ce retour, qui va être de s'intéresser en fait au top cocktail. C'est quoi les meilleurs cocktails, les cocktails les plus populaires ou quoi? Et en fait, l'idée derrière ce sujet, c'est simplement que souvent, moi, quand je fais Bar News ou Disney News, je vois passer des actus sur selon machin, c'est voilà les cocktails les plus populaires, voilà selon bidule les cocktails qui se vendent le plus. Et en fait, c'est un peu de voir un peu tout ça, faire un petit topo général de ce que je vois passer et de se poser la question, est-ce que tout ça est pertinent ou pas? Est-ce qu'il faut s'y fier? Est-ce que tu vas établir ta drink stratégie sur ce genre de choses ou pas? Et je pense que tu as pas mal de trucs à dire. Mais ce que je te propose, c'est peut-être qu'on démarre simplement avec un petit topo de choses que je vois passer de ci, de là. Ou tiens, peut-être Non, je vais pas te demander maintenant. Non, on va attaquer direct. Surprise pour après. Non, mais en fait, je voulais te demander, est-ce que selon toi, c'est quoi le cocktail le plus populaire globalement? Si on te posait la question après. Genre, ouais. Mais en gros, moi, je vois passer des trucs qui ont plus ou moins de valeur ou quoi, mais j'aime bien les relayer parce que c'est toujours intéressant de voir, les mecs, ils ont fait une étude sur les recherches Google. Là, typiquement, j'avais un truc sur, voilà, les recherches Google. Donc, c'est une boîte, je sais pas, qui fait du café, visiblement. C'est quoi les recherches Google aux États-Unis sur les cocktails? Et typiquement, t'as un truc qui s'appelle Coffeeness qui a fait ça, qui a établi une carte des États-Unis du cocktail. Et qui t'explique donc que l'Aperol Spritz aux États-Unis est aujourd'hui le cocktail le plus populaire, puisqu'il serait au top des recherches Google dans 22 États. Et il serait suivi derrière de la Margarita, qui est le plus recherché dans 17 États, visiblement, le Old Fashion dans 9 États et le Moscow Mule dans 7 États. Et puis après, on a le Mimosa 3 États, mais on va dire que c'est plus anecdotique. Donc on a première vision du truc, c'est OK, le spritz, même aux États-Unis maintenant,
c'est le number one et suivi de la margarita. Donc voilà, on a Forbes qui a relayé ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce qui est intéressant, si tu permets de rebondir là-dessus, c'est sur cette carte-là aussi, c'est le résultat d'une recherche. C'est-à-dire qu'on se base sur la popularité, mais c'est plus de l'intérêt que le consommateur ou autre en fait a eu de cliquer dessus. Ça ne veut pas dire qu'il a été dans un bar pour commander en fait un spritz, et ça ne veut pas dire qu'il a été dans un liquor store ou une grosserie pour pouvoir en fait acheter une bouteille d'un bitter ou d'un apéritif pour faire un spritz. Exactement. C'est ça aussi où il faut vraiment prendre des pincettes sur ce genre de data-là. C'est tout à fait mon point. Pardon. Non, mais c'est bien. Ce type est trop compétent. C'est incroyable. Non, je suis contradictoire. Oui, non, mais c'est exactement ça. En fait, là où je vais en venir, c'est que, en fait, là, on a juste des gens qui se demandent comment je fais un spritz. Voilà, qui se demandent comment je fais une margarita. Ça veut pas dire que c'est forcément le cocktail le plus bu. C'est juste le cocktail, visiblement, que les gens savent pas faire. Voilà. Toujours pas. Toujours pas faire. Enfin voilà, ça aurait pu être le Singapore Sling. Hein, ouais, c'est vrai. Où personnellement, je me souviens jamais. Enfin voilà. Quelle recette? Voilà. C'est quoi ta recette du Singapore Sling, Fred? Voilà. Cherry Earring, c'est tout ce que j'ai retenu. C'est quoi ta recette du Mai Tai? C'est quoi ta recette? Ah, Mai Tai, ça je sais. Il y a plein de recettes en fonction des bars. Mais voilà, donc on a ce premier truc que j'ai vu passer, que j'ai relayé gaiement, on va dire. Mais voilà, il y a aussi Bacardi. Bacardi qui fait un espèce de cocktail report de tendance chaque année. Ils publient ça, ils ont un rapport, donc sur les tendances de l'année à venir dans le cocktail. Et souvent, c'est accompagné d'un classement aussi des cocktails. Donc là, j'ai retrouvé les rapports de 2022, 2023, 2024. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir peut-être l'évolution dans le temps sur ces 3 dernières années. Donc voilà, donc si on attaque par le 2022, visiblement, selon cette étude-là, qui est en fait un consumer survey de Bacardi. Donc là, j'avoue que j'ai pas forcément le détail. Donc c'est une étude, c'est un sondage. Mais voilà, je ne sais pas trop le pool de gens qui ont été interrogés pour en arriver là. Et qui sont les gens qui ont été interrogés. Toujours est-il que premier cocktail, donc ça serait le Morito, pardon. Donc là, on voit qu'il y a déjà une première différence par rapport au premier classement qu'on a vu, hein, puisque le Morito n'était même pas cité dans le premier classement. Ensuite, on a Margarita, Gin and Tonic. Bon, là, je pense que pour rebondir sur ce qu'on a dit juste avant, heureusement que le Gin Tonic n'est pas le cocktail le plus recherché, parce que si les gens savent pas faire un Gin Tonic, bon. Ma foi dans l'humanité en prend un coup. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a gin tonic et gin tonic. Il y a le côté gin tonic, petit verre tubos publicitaire d'un demi-centimètre de diamètre avec 2 glaçons creux et avec du tonic éventé chaud. C'est la recette de Chris. Mal équilibré, qui est mon perfect serve. Voilà. Et puis, il y a maintenant un peu plus d'éducation sur le fait de travailler avec un verre avec plus de glaçons, plus esthétique, avec des toniques premium, etc. etc. Mais voilà, alors j'ai perdu ma page. Non, c'est bon, elle est là. Donc on a Morito Margarita Gin Tonic, Pina Colada, ouais, qui est oui, étonnant que ce soit pas, je pense, arrivé avant. Vodka Soda, bon évidemment, on va pas chercher la recette de vodka soda ou rum and coke typiquement. Mais voilà, donc premier truc de 2022 sur Bacardi. On a ensuite celui de 2023. Alors est-ce qu'il y a du changement? Il y a du changement, puisque nous avons toujours le Morito, mais nous avons le Daiquiri qui fait son apparition en 2e position. Voilà, alors qu'il n'était pas dans le 2022. Donc on voit qu'il y a, enfin voilà. Et la vodka soda qui a gagné 3 places. Voilà, vodka soda. Bah tiens, mais ça c'est intéressant parce que moi j'ai vu passer des trucs sur genre le trend de vodka soda ou même au vodka water tout court. Plate. Ouais. D'accord. Genre en mode, je sais pas, peut-être un trend de TikTok, je sais pas, de gens qui se disent on va boire sainement ce soir, on va éviter le sucre. Et pas de bulles. Les bulles, c'est pas bon pour moi. Non. Et du coup, juste, tu mets de l'eau avec ma vodka, quoi. Voilà. Ça fait partie des highballs. Hein. Highball, c'est vraiment la partie spi
liqueur, apéritif allongé avec une eau plate, une eau gazeuse, etc. Mais là, en plus vodka, c'est vrai qu'il y a un côté minimaliste qui est assez... c'est un monochrome de Whiteman. Là, c'est exact. C'est qu'est-ce que vous voulez boire, qu'est-ce que vous aimez? Rien. Je prends vodka au plat. Pas de glaçons, pas de goût, garniture. Pas de goût, s'il vous plaît. Non, pas de texture. Autre chose, on a le Bloody Mary qui remonte. Alors, est-ce qu'il était dans le premier classement? Il était dans le premier classement, mais il était un peu plus loin. Bloody Mary, donc voilà un peu. Voilà, toujours c'est Bacardi Cocktail Trend. J'avoue, donc c'est un consumer survey. Ouais. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. J'avoue que j'ai pas forcément directement trouvé l'info, donc voilà, et on arrive au 2024, donc qui a été publié en fin d'année dernière. Donc j'imagine, en fait, on pourrait refaire cet épisode dans 3 mois, quand il y aura le 2025. Mais voilà, mais là on voit que c'est le Ginto qui a fait un énorme bond, qui est passé premier, et on a toujours le Morito. Donc évidemment, peut-être une autre petite nuance quand vous voyez ce genre de truc. Posez-vous la question de qui est le messager. Et typiquement, le messager, vu que c'est Bacardi, le Morito remonte assez logiquement, puisque qu'est-ce que Bacardi techniquement veut vous faire comprendre, c'est que faites des Moritos avec du Bacardi, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être ça qui distingue avec les classements précédents. Ouais, et puis tu as pas mal de choses, parce que tu as à la fois qui est à l'origine du rapport, et puis les données que tu n'as pas forcément quand il y a ce genre de data-là, ça va être quel est le pays qui va être questionné. Est-ce que c'est un global report, mais global report US? C'est un global report Europe? Est-ce que c'est Europe plus US, sachant que est-ce que c'est pondéré? Est-ce que finalement c'est de la data mélangée qui va être à 80% américaine et à 20% en fait européenne, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de ce genre de choses là qui sont ultra importantes, et de se dire voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'établissements qui vont pas forcément se retrouver dans ce genre de tendance ou autre. On va dire non, c'est pas vrai, nous clairement on vend pas de Morito, ou non, moi ça fait longtemps que j'en plus de rhum coca. Mais il faut pas oublier que le côté vraiment top établissement, par exemple en France, le nombre d'établissements très mixologues, haut de gamme, qui font plus ce genre de cocktail-là depuis longtemps, ça représente loin des 15% du business total CHR. Donc forcément, la masse va aller vers ce genre de cocktail. Donc c'est vraiment à prendre un peu avec des pincettes et analyser ça, et un peu comme on le fait en fait, prendre plusieurs datas de plusieurs sources et de se dire attention, les marchés ils sont très différents. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on parle de global report et pas de local report. Voilà, et donc là, typiquement, là en source, ils mettent Bacardi Global Consumer Survey. Donc global, on imagine. Miami. C'est Miami. Global des États-Unis. Mais voilà, en gros, on peut imaginer que si Aperol fait le même sondage ou le même genre de rapport demain, probablement que le Spritz sera devant le Morito. Voilà. Après, globalement... Alors que là, il est que 11e, tu vois. Ouais, mais après, globalement, je trouve pas non plus déconnant de voir que du Ginto, Morito, Margarita, Piña, Daiquiri fassent encore partie des top cocktails plus vendus ou recherchés, etc. Ça reste des recettes qui sont mises en avant dans plein de restaurants, dans plein de livres, dans encore plein de films, plein de séries américaines ou autres, peu importe, les séries, on s'en fout. Mais c'est aussi ce genre de call, ce genre de marque de cocktails qui sont médiatisés. Voilà. Ouais. Si t'as je sais pas moi, un The Big Lebowski 2 c'est vrai, ça. Et que le dude il arrive et fait tu veux un Bramble, le dude qui fait sans me vanter oui, peut-être qu'on aura un gros push du coup sur ce cocktail là dans les années qui suivent. Clairement le White Russian a dû gagner en popularité grâce à ça. Mais voilà, pour la partie donc cocktail report, cocktail trend de chez Bacardi. Une autre source là que j'ai trouvé vite fait juste avant, c'est un site québécois, il me semble, où là on a un top 20 cocktail. Alors là, j'avoue, c'est peut-être je ne sais pas comment il est sourcé, mais on voit déjà que ça change. C'est Drinks International 2022, autant pour moi. Mais tiens, d'ailleurs, je l'ai pas sourcé ça, mais effectivement, Drinks International fait aussi, à chaque fois qu'ils font leur brand report, de quelles sont les marques les plus populaires, les plus populaires ou les plus vendues dans les bars américains, dans le top
ou dans un top 100 de bars de leur pool, ils font aussi un classement des cocktails les plus vendus. Ouais. Et c'est intéressant parce que là, on est sur des bars plutôt type Spirited Awards, 50 Best, Top 500, tout ça. Et on voit que là, la donne change totalement. Ouais. Les établissements médiatisés. Voilà. Et là, tout à coup, il y a le Negroni qui apparaît. Et si on se fie à ça, et ben voilà. On se dit que le Negroni est forcément. On se dit tout le monde aime l'amertume, tout le monde aime les trucs un peu vraiment plus costauds. Tu vois qu'il y a le old fashion qui remonte et tout, dry martini. Enfin, là, on est vraiment dans une autre sphère qui est pas du tout mainstream, tu vois. Non. Avant, Morito, Spritz, c'est le grand public. Tu fais ça facilement partout. Va demander un dry martini chez Michel en bas. Je sais pas, au Hard Rock Café, c'était possible. Il pourrait te le faire. Ouais. Après, c'est vrai que là, c'est intéressant aussi de regarder parce que là, tu te retrouves en fait avec 3 des cocktails un peu rétro, classiques, Negroni, Old Fashion, Dry Martini, qui ont quand même des profils aromatiques plus secs, plus corsés, etc. Donc, c'est pas ce qu'on va vendre ou mettre en avant le plus dans beaucoup d'établissements en France. Mais encore une fois, attention, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Angleterre, on n'est pas habitué en fait à boire ce genre de cocktail là sec par défaut. Je pense qu'aucun d'entre nous, notre premier cocktail, c'était un Negroni ou un Old Fashion. On a plutôt une tendance à boire des liqueurs de fruits sans les citer, avec des sodas sucrés, des choses comme ça. Mais dans ces pays-là, c'est aussi très culturel. Je veux dire, c'est le palais, comme par exemple l'amertume en Allemagne, par exemple, ou dans la Hollande. C'est inclus aussi dans l'éducation du palais ou autre. Donc, c'est pas déconnant de voir ça. Et je te rejoins très, très souvent, surtout sur les classements type Drinks International, on interviewe 200, 500 établissements mondiaux qui font partie d'établissements, j'aime pas trop dire top établissement parce que ça veut pas dire parce que tu as un établissement médiatisé que tu es le meilleur établissement et de ça. C'est selon un classement avec certains critères, mais l'établissement médiatisé, à travers cet établissement-là, tu as ce genre de drinks-là. Mais pourquoi aussi ? Parce que tu as des équipes, du staff, etc., qui peut aussi faire l'éducation de ces cocktails-là auprès du consommateur. Oui. T'as le temps de le faire. On n'a pas tous bu des Negroni, on n'a pas commencé les cocktails par le Negroni. On est venu au Negroni. C'est un très bon point. Donc, c'est le côté purement éducatif, prescripteur du bartender quand tu vas dans un lieu un peu plus huppé. Mais du coup là, j'en profite. J'ai retrouvé le Drinks Report 2024. Ouais. Que je vais, pour ceux qui nous suivent en vidéo. Là, c'est un très très bon exemple. Affiché. Mais voilà, donc déjà, ce qui est intéressant dans le Drinks Report, c'est qu'ils te disent la méthodologie, ils te disent, OK, c'est un pool de bars qui sont dans les Spirited Awards, dans les 50 Best. Donc c'est vraiment très ciblé dans les meilleurs bars du monde. Et ils font un sondage auprès de tous ces bars qui leur répondent et qui leur disent, voilà ce qu'on vend le plus, quoi, a priori, dans les cocktails classiques. Donc voilà, donc là, juste avant, on avait le 2022, mais on voit que quand on regarde le 2024 maintenant, les 2 premiers, c'est les mêmes, c'est Negroni et Old Fashion. Là, on voit par contre la Margarita remonte en 3e, donc là, le Dry Martini, visiblement, c'est un peu fait squeezer, mais on imagine que toute cette tendance de la tequila aux États-Unis fait que... Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, sachant que la Margarita, en plus, aux US, c'est tout simple, ça doit être le cocktail le plus vendu globalement... de manière très mainstream. Volume, ouais. Voilà. Donc normal qu'il remonte aussi dans les bars un peu plus huppés ou un peu plus quali, on va dire. Je sais pas, si The Rock et George Clooney passent leur temps à mettre en avant la tequila, ça remonte partout, quoi. Et ça marche aux États-Unis. Ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que on aurait Mademoiselle Zarkopoulos qui mettrait en avant ce truc-là, ce qui n'est pas possible pour des lois évidentes, même aussi agréable que ça puisse être. C'est pas pour autant qu'en fait les Français vont forcément se ruer dessus. C'est un peu différent comme marché. Ça fonctionne pas de la même manière. Mais voilà, donc Martini aussi. On a l'espresso martini, ouais, clairement le café qui cartonne, quoi, dernièrement. Il y a le nombre de liqueurs de café qui se lancent. D'ailleurs, c'est marrant de voir que il y a peut-être 2 ans maintenant,
Bacardi qui abandonne avec Patron sa liqueur Patron Café. Et en fait, derrière, il y a une vague. Le vide a été plus que comblé par d'autres. Et puis derrière, tu as la vague de l'espresso martini. Du coup, c'est amusant de voir ça. Alors ils l'ont relancé. Il a mis en pause finalement. Ils l'ont relancé, je crois, d'après des sources. J'ai vu qu'ils avaient. Pas sur tous les marchés aussi, parce que ça fait partie des produits un peu atypiques. Mais oui, tu as de la demande. Voilà. Je sais pas trop d'ailleurs. Je fais une aparté, mais c'est marrant la popularité. Je pense que ça pourrait être dédié à une limite une émission en fait à part entière. Mais l'espresso martini, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui est. Je pense que c'est le type de cocktail qui peut faire boire du café à quelqu'un qui déteste le café. Ouais. Et surtout, il y a une grosse facilité de sourcing produit, facilité de réalisation ou autre qui fait qu'aujourd'hui, même si le Pornstar, on va pas les citer, mais ça va ressortir, je pense, dans certains détails. Mais il y a une facilité de sourcing produit pour faire un espresso martini qui est monstrueux. Hyper facile. Passoa fait une compétition dédiée au Pornstar Martini. Ouais, et donc là, on voit qu'entre 2022 du coup, et 2024, le Dry Martini est passé de la 3e à la 7e place. Voilà. Exactement. Le whisky sour, tiens, j'aurais pas pensé, mais... Ouais. Mais voilà, et donc 2024, visiblement, aux US, là, on a plutôt l'Aperol Spritz qui tombe à la 8e place. Donc c'est potentiellement le cocktail le plus recherché selon une première source qu'on a vue avant. Mais dans les top bars, visiblement, c'est 8e. C'est top bar US ou c'est international? Non, je crois que c'est international. C'est international. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises. Le pool, c'est des bars qui sont dans les 50 best, dans les Spirited Awards. Donc voilà, ces classements sont internationaux. Et Paloma, peut-être que 2025, on va nous dire que Paloma, parce que tout le monde a l'air de dire que la Paloma, c'est grâce à Georges. C'est le hit drink. Et à Brad. Ouais. Margarita, après on passe à la Paloma. Voilà, donc voilà, à suivre. Donc une autre source, qu'est-ce qu'on a de beau après qu'est-ce que j'ai trouvé? Le Difford's Guide. Bah tiens, un autre classement. Donc Difford's Guide qui propose un top 100 des cocktails. J'avoue, je sais pas du tout sur quoi c'est basé. Peut-être que c'est basé sur les pages les plus vues sur leur site. Oui, parce que c'est quand même une grosse base de recherche. Il y a un énorme boulot de fait, le moteur, etc. et l'outil du Difford's Guide. Typiquement, quand on cherche des cocktails ou autres, pour savoir si... quand tu crées un cocktail, limite savoir est-ce qu'il a pas déjà été sorti. C'est un très très bel outil, un super robot avec une très très belle arborescence, je trouve. Dans tout ce qui existe en base de données cocktail, je trouve que c'est un outil qui est dingue. Bon, c'est pas le sujet du jour, un truc à part, mais c'est sûrement basé par rapport aussi aux recherches parce qu'il y a quand même, on a vu énormément de visites, quoi. Et petit aparté, est-ce que les recettes sont, d'après toi, précises dans le Difford's Guide? Parce que des fois, j'ai l'impression que ça peut être contesté, quoi. La fidélité des recettes, il y en a tellement que je sais pas. Enfin bref. J'aime l'objectivité que Simon a de mettre, par exemple, recette originale. Ah oui. Il utilise du conditionnel aussi. Il met version de tel barman à tel endroit. Ouais. Il assume et il marque le fait de mettre recette Difford's number 1, recette Difford's number 2, etc. Et je trouve que c'est relativement pertinent. Est-ce que la recette originale est exactement la même qu'eux? Je pense que s'il y a des personnes, typiquement en Angleterre, Simon Difford, Fernando Castellon par exemple en France ou autres, qui vont aller vraiment sourcer les origines de ces recettes-là avec objectivité, j'aurais tendance à faire confiance clairement à Simon. Allez, à 0,25 millilitres près. Ok. Bon, on n'est pas laborantin non plus. Parfait, mais on voit que, en fait, vous voyez vraiment que selon les sources que vous prenez, et dans le temps même, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats. Donc, il y a la source, il y a comment c'est établi, tous ces classements. Donc, voilà. Quand on regarde un peu ça de manière froide, un peu dans la globalité, de manière macro, on voit que si je te demande maintenant, c'est quoi le cocktail le plus populaire, je pense que tu es un peu emmerdé quand même. Je te demanderais d'après quel support. Voilà. Là, c'est très fancy drinks, tu vois. On voit tout de suite qu'on est sur quelque chose aussi où c'est pour ça que ta remarque est pertinente en se disant que c'est peut-être par rapport en fait au clic. Mais Pornstar Martini, Gin Basil Smash, Espresso Martini, Mai Tai, c'est des cocktails faciles, Margarita, etc. On est loin du profil aromatique, corsé, épicé, etc. Tu vois, sur des old fashion, des choses comme ça.
Last Word et tout. Mais intéressant, ouais. Du coup, t'as des classiques contemporains aussi qui remontent comme ça, tu vois, comme le Gin Basil Smash ou le Naked and Famous. Mais voilà, bah tiens, quand tu dis il donne les recettes de tel bartender, je vois là que Amaretto Sour, il cite du coup qu'il y a une version pimpé de Jeffrey Morgenthaler. Donc intéressant. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite tiens, pas plus tard que dans la dernière Bar News que j'ai envoyée, hein, abonnez-vous, barnews.fr, ok. Il y avait pareil, il y avait un nouveau classement sur pareil des recherches Google au UK qui a été fait par Whiskey Masters. Et là, on est de nouveau sur l'Aperol Spritz, qui serait le cocktail le plus recherché. Donc avant, on avait, sur le tout premier, là je vous parlais des recherches Google aux États-Unis. Là, on est sur les recherches au UK. Mais intéressant, c'est de voir ça se regroupe entre les recherches US et britanniques, avec visiblement le Spritz. Qui est numéro 1. Alors, je dis peut-être une petite bêtise, c'est pas les recherches Google, c'est les datas de Google Ads. De Google Ads. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de pubs fait autour du Spritz, mais potentiellement juste Google Ads, c'est un outil qui te permet de voir. J'ai beaucoup aimé cette question, pardon, je t'interromps, mais j'ai beaucoup aimé cette question, la question, est-ce qu'il y a beaucoup de pubs faites autour du Spritz? Jamais entendu parler. Je ne sais pas. Mais voilà, mais je pense simplement Google Ads, les données Google Ads, c'est ils te disent qu'est-ce qui est vachement recherché pour que tu puisses établir tes publicités de manière pertinente selon les bons mots-clés. Donc voilà, ça veut pas dire ça veut pas dire que Aperol fait de la pub à gogo. Ça veut juste dire que les gens cherchent visiblement. Donc voilà, donc on a de nouveau notre Aperol Spritz qui est numéro 1 au UK cette fois, et il est suivi de quoi? Je sais, le Pornstar Martini et le Negroni. Donc voilà, donc on voit qu'on a encore un espèce de mix au UK visiblement de toutes les données qu'on a rapportées avant. Donc voilà. Et on arrive un peu au bout de tout ça. Pour ce qui est, selon moi, et c'est là que je voulais en venir finalement, quel est le juge de paix de tout ça? C'est tout simplement de se poser la question, non pas comment sont faits tous ces sondages, c'est simplement d'aller voir les fichiers Excel des bars et de trouver une étude qui te dit, ok, en fait, c'est lesquels que vous vendez le plus, quoi. Et du coup, j'ai trouvé, c'était pareil dans la Distill News, là, on a une étude de CGA qui a un cocktail sales tracker, donc alors, ils ont un pool de je sais pas si on peut dire de clients ou quoi, mais où ils reportent les ventes, vraiment, les sales. Et là, on voit que en réalité, le cocktail le plus vendu aux États-Unis, en tout cas, c'est la margarita. Voilà. Et là, au moins, ce que je voulais en venir, c'est que là, au moins, on a une donnée la plus objective possible. C'est pas est-ce que vous cherchez, parce que quand vous recherchez une recette, ça veut pas dire ça veut juste dire que vous savez pas la faire. Voilà. Voilà. Par contre, ce que vous achetez dans un bar, là, c'est intéressant. C'est la sortie de caisse. Donc là, en fait, c'est vraiment de l'extrait de qu'est-ce qui a été vendu sur cette période-là dans telle typologie d'établissement. Exactement. Alors, le seule chose sur lequel, bon, après, CJ, c'est une grosse boîte, donc c'est pas n'importe quoi non plus. C'est la seule question à se poser sur laquelle on peut pas trop avoir l'information, mais des fois, ces données, ça dépend, c'est combien d'établissements. Ouais. C'est juste le nombre d'établissements. Et je pousse effectivement les typologies d'établissements. Est-ce que c'est que du mainstream? Est-ce que c'est sachant que aux États-Unis, tout le monde fait du cocktail. C'est culturel, tout le monde fait du cocktail, tout le monde boit du cocktail. Donc voilà, donc la margarita reste aux US en tout cas le cocktail numéro 1. C'est pas le Negroni, c'est pas les trucs fancy, c'est pas le old fashion, tu vois. On pourrait se dire tiens, on nous a menti, très américain. Mais voilà, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'ils disent que le Mojito monte en force et pourrait détrôner dans le Nevada la margarita. Donc je sais pas dans le Nevada. Voilà. Dans le Nevada. Donc voilà, si vous allez à Las Vegas ou quoi, peut-être que le cocktail le plus bu prochainement, ça sera pas la margarita, mais le Mojito. Voilà. C'est marrant, il y a un cocktail qui ressort absolument pas là-dedans. Ouais. Et là, tu vas me dire, mais auquel il pense? Attends, putain, j'ai rien dessus. C'est marrant, il n'y a pas
une seule de... Ah, attends, bouge pas. Bon, là, je le vois. Ok. Ok. En dehors de ça, je l'ai quasiment... Enfin, à moins que ça me soit échappé. Mais on l'a ici. J'essaie de regarder où, mais là. C'est le Moscow Mule. Oui. Alors là, sur la carte, la carte originale du coup des États-Unis, sur la première, la première chose qu'on a pu analyser, qui est cette recherche sur les recherches, pardon, c'est sur ta liste de recherches. C'était des recherches Google. par État. Ouais, ça, recherche par État. Là, on a sensiblement un État ou un lieu où le Moscow Mule, voilà, ressort. C'était 7, c'est quoi? C'est la position? C'est le nombre d'États où ça domine. Où il est numéro 1. Bon, donc coup, voilà. Donc avant, c'était pour référence, l'Aperol Spritz, c'était 22 États qu'il positionnait au top des recherches. Voilà, 22 États au top des recherches. Là, on est sur 7 États au top des recherches aux États-Unis sur le Moscow Mule, sachant qu'aujourd'hui, il est très très rare d'aller dans un établissement de cocktail. Alors, j'exclus entre guillemets l'établissement médiatisé ou autre parce que c'est pas leur cible, où on ne voit pas le Moscow Mule. Ouais, c'est vrai. Quasiment aucun établissement. Ça n'existe très, très peu, un établissement qui n'affiche pas ça. Je parle de Moscow Mule et tous les dérivés de Moscow Mule, Caribbean Mule, Mexican Mule, French Mule, etc. etc. Mais c'est vrai que ça ressort pas dans les autres. C'est assez marrant. C'est vrai que en fait, c'est que c'est un cocktail qui est, je pense, omniprésent, mais il n'est pas en top position. Ouais. C'est-à-dire, il est là, il est partout. C'est juste qu'il est 3e, 7e, 5e. Ouais, là, typiquement, dans le top vente, là, justement, et tu as bien raison, il est cité, tu vois. Tu vois, second most popular, donc c'est le Spritz, Espresso Martini and Moscow Mule, among the most valuable. Donc ceux qui font le plus de valeur quoi, en vente. Mais sur le décaissement, c'est là où c'est rigolo. C'est pour ça que les autres études, alors que c'est pas une question d'approche portefeuille, que ce soit sur Bacardi ou tout le monde, ils font tous de la vodka. Aujourd'hui, malgré tout... Espresso Martini est beaucoup plus mis en avant, ressort plus. Ah bah voilà. Tu l'as mis en 10e, tu vois. 10e dans le Drinks International. Voilà. Donc, non, mais clairement... C'est moins mis en avant, disons que ça ressort pas dans le fameux top 6, 7, entre guillemets, alors que en France, par exemple... Oui, mais je pense que c'est ça, c'est que c'est américain. Voilà, quand bien même il a été vachement poussé aux États-Unis à la base, ce cocktail. Jadis. Voilà. Mais je pense aujourd'hui le Moscow Mule en France c'est un bon challenger du Spritz par exemple. Ouais, on a, c'est pas mal de régions même, enfin que ce soit Bretagne, Rhône-Alpes ou autres, etc. J'ai la chance de pas mal bouger et c'est vrai qu'il y a énormément d'établissements où t'en as quand même très très peu où on voit pas une recette de Moscow Mule, quelque chose d'un peu personnalisé, etc. Mais autour de ça, qui ne prône pas dans les volumes et sur les extraits de caisse. Moi, je bosse avec beaucoup de CHR et quand on travaille justement là-dessus et qu'on essaie de regarder ce qui sort le plus quand on les aide et les accompagne à faire les menus, on voit bien que c'est des choses où on peut les retirer mais sans aucun problème de la carte. Il y aura une demande virale en mode brand call qui se fait sur le Moscow Mule comme il y a sur le Morito et le Spritz. On en arrive à un espèce de top 4. Quand tu dis brand call, ça veut dire... Brand call, comme par exemple aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un établissement, on va demander, je sais pas moi, un martini rouge. Dans un bistrot, dans un café, on va demander un Ricard. Vraiment le côté où je n'ai pas besoin de le voir non plus sur la carte pour le demander. C'est une évidence que c'est un établissement, c'est un bar, il fait Jack du Moscow Coca, Mule. Quoi. L'équivalent. Un Bacardi Coke, un Havana Coke. Alors... Ouais, non, là, non, parce que là, on parle un peu dans ce sens-là, sauf qu'aujourd'hui, on en vient à autre chose, mais ce sera un autre sujet, ce sera d'une autre émission. Est-il important en France de marquer la marque des alcools dans les intitulés de cocktails, etc. Ça, j'ai un vrai sujet, on peut le noter si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça, j'ai beaucoup à dire pour avoir aussi beaucoup travaillé sur ce sujet-là auprès des marques ou autres. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste pour moi, je l'appelle un brand call dans le sens où quand tu rentres dans un établissement, c'est un peu comme de l'eau. Je vais extrapoler, attention. C'est de l'eau gazeuse. Il y a de l'eau gazeuse dans tous les établissements. Le Moscow Mule aujourd'hui, le ginger beer qui était une sorte de produit intouchable, mais où c'est qu'on trouve du ginger beer À l'époque, nous, on nous demandait mon Dieu, vous avez mis de l'angostura bitter, mais où c'est qu'on en achète? C'est vrai. Et on galérait pour en avoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs et surtout, il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs qui le mettaient à disposition pour les consommateurs. Il n'y en avait pas. Nulle part. Il y en avait un peu après, c'est venu sur la maison du whisky, les choses comme ça. Typiquement, la ginger beer, mais ginger beer, c'était il y a même pas 10 ans, quoi. Ah ben c'est plus récent que ça, je pense. J'irais 7 ans. Moi, je me souviens, effectivement, tu trouvais de la ginger beer, t'étais un mec pointu, quoi, quand t'arrives à une soirée. Hein. Et il y a des gens qui disaient, mais du ginger ale, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, effectivement. Mais marrant, oui, c'est super intéressant sur le côté des marques aussi. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus, mais je la garde, je la garde pour plus tard, mais effectivement. Mais voilà, donc je sais pas, on peut conclure là-dessus, mais simplement, vous voyez qu'il y a les sources sont très variées. Donc voilà, donc en fait, vous pouvez, si vous bossez chez une marque, vous pouvez trouver l'étude qui vous place en numéro 1. Et voilà. Et rassurant. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça, le Negroni qui est mis en avant. Forcément, si on travaille sur une marque de bitter, de vermouth, etc., de gin, c'est l'avantage un peu de ce cocktail-là qui couvre un segment et apéritif et spiritueux. Après, oui, beaucoup de gens aiment le Negroni. Le Negroni, c'est quelque chose de délicieux, à consommer avec modération, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est complètement dingue comme cocktail. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un cocktail très puissant en alcool. C'est un cocktail épicé et c'est un cocktail amer. Ouais. Donc, fatalement, c'est quelque chose de segmentant pour un palais, on va dire, en France. On le met en avant, on le pousse. Je pense qu'il y a eu une très belle éducation sur la mer. Mais on consommera toujours plus de spritz que de Negroni, pour rester aussi pragmatique. Mais c'est une belle façon de faire découvrir aussi ce genre de... Quand bien même, ils essayent de pousser le Campari Spritz aussi. Mais je pense intéressant aussi, si vous réfléchissez à créer une marque de spiritueux, je pense qu'il y en a qui réfléchissent aussi comme ça, ils se disent « Ah tiens, je vais créer un gin, parce que le Ginto, c'est number one, parce que le Negroni, c'est number one, et du coup... je vais le vendre, mon gin. » Je vais cartonner. C'est un peu plus compliqué, malheureusement. Oui, il y a beaucoup de marques. Et puis surtout, l'approche déjà est bonne parce qu'aujourd'hui, tu as pas mal de gens. Enfin, moi, j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de futurs producteurs ou de producteurs ou autres qui, parfois, ont l'intention de créer vraiment un produit super intéressant, mais ne se posent pas la question de qui réellement ça va être destiné et comment on va le boire. On dit 75% des spiritueux en France sont dégustés en cocktail, c'est pas faux, hein, j'ai même 75 à 80% limite. Hein, on a quand même une grosse partie mélangée. Cocktail, je vais englober de manière très large. Hein. Highball, whisky, coca, vodka orange, en fait, en font partie allongée, du moins pas sec en dégustation. Ça n'empêche que faut pas oublier que le segment de Negroni, si tu veux te lancer et faire fortune en lançant une marque de vermouth ou de bitter et que ta cible c'est le Negroni, bah, c'est pas beaucoup sur le marché du cocktail. Voilà. Je pense qu'il faut garder ça. Je pense que les industriels doivent garder ça en tête, que ce soit marketing, R&D, etc. Je pense que c'est important. Exactement. Donc voilà, de la matière à réfléchir, des sujets annexes qu'on va pouvoir développer plus tard aussi. Salver des petites choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette reprise, ce petit format, ce présentiel. Voilà. Le son est peut-être meilleur, je ne sais pas. Mais voilà, merci Chris. Merci à toi d'avoir participé. C'est très cool. Ouais. Voilà, à très vite. Ciao. Salut.